Fait que, commençons par la base. Au niveau de la situation, c'est sûr que Myelin, de façon générale, c'est un projet qui pourrait être utilisé dans n'importe quel domaine. Le concept est très simple, c'est prendre de l'information scientifique, la rendre accessible dans le quotidien des gens. On peut utiliser ça pour tout, de la physique quantique jusqu'à la sociologie. Nous, on se sent dans un domaine assez large qui est tout ce qui touche au bien-être social ou psychologique. Plus précisément, ce soir, on va parler de l'autisme. Il y a plein de raisons, puis je pourrais revenir là-dessus après, sur pourquoi est-ce qu'on a choisi l'autisme pour commencer. Mais juste pour vous donner une idée, plusieurs personnes, quand on commence à présenter en disant on se sent sur l'autisme, les personnes sont souvent dans oui, mais ça touche très peu de personnes. Il faut vraiment qu'on sorte déjà de cette optique-là. Là, je vais réutiliser le terme d'à peu près 1% de la population. On sait qu'on est sans doute au-dessus de ça. Surtout, on est dans quelque chose qui est dans une augmentation quand même assez impressionnante ces dernières années. J'avais lu quelque chose comme 26% par année, donc c'est une problématique qui est de plus en plus importante. Et même 1%, ça veut dire quand même qu'au Québec, on est en tout cas dans 80 000 personnes. On a des personnes qui sont dans l'entourage. On a évidemment aussi des intervenants. On a plein de monde. C'est quelque chose qui touche énormément de personnes. Au niveau mondial, j'en parle même pas. Statistiquement, 1%, on est à 700 millions de personnes. Donc, non, on n'est pas en train de travailler sur quelque chose qui n'a pas d'impact concret. Au contraire. Une chose qui m'a particulièrement touché sur pourquoi est-ce qu'on est venu dans le domaine de l'autisme, paradoxalement, c'est même une chose que certains membres de mon équipe vont apprendre, mais c'est un livre qui a été écrit ici sur les parents d'enfants autistes. Ce que j'avais trouvé extrêmement intéressant, ensuite, c'est comme n'importe quel livre, il y a des choses qui sont extraordinaires dedans, il y a d'autres choses qu'on va peut-être trouver moins bien, ça dépend toujours. Mais une chose que j'avais beaucoup aimé, c'est qu'il distinguait plusieurs soutiens. Et un des soutiens qui ressortait énormément, c'était le soutien informatif. L'importance d'avoir accès à des bonnes informations. Et c'est quelque chose que les gens oublient souvent quand on pense à toute question de bien-être psychologique, puis qu'on est, mais qu'est-ce que les personnes ont besoin? On est toujours dans cette logique, il faut donner plus de soutien affectif, il faut donner plus de services, il faut donner plus de choses. Sauf qu'à la base, ce qui va déterminer en grande partie l'évolution d'une personne, c'est les informations auxquelles elle a accès. Je suis désolé, mais on peut vous donner tout l'argent du monde si à la base, on vous redirige vers des thérapies qui sont non efficaces, dangereuses ou qui vont vous rendre encore plus malheureux qu'avant, ça va changer strictement rien. L'information est l'élément central sur lequel tout le reste se construit. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. En fait, pour aller même plus loin, selon moi, l'information devrait être considérée aujourd'hui comme un droit humain. Tout le monde a le droit d'avoir accès aux informations pour pouvoir faire des choix éclairés par rapport à sa santé. Le problème, enfin, alors dans l'autre sens, la bonne nouvelle, c'est que là-dedans, et j'adore cette image, on l'a fait rien que pour moi, mais la bonne nouvelle, c'est que cette information-là, il y en a qui se créent énormément. Des chercheurs, on en a en masse, on a plein de recherches qui sont développées chaque année, on a plein de nouvelles interventions, de nouveaux tests, de nouvelles choses qui sont développées et qui sont, pour la plupart, quand même d'une qualité qui est extrêmement intéressante. Aujourd'hui, si vous voulez prendre des décisions éclairées, l'information existe. Le problème, c'est que, idéalement, il faudrait que cette information se rende jusqu'à chaque personne, que ce soit les décideurs politiques, ceux qui choisissent les soins qu'on va donner au niveau de la population. Sauf qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, ce qui a été calculé, c'est que c'était à peu près 22% des gestionnaires qui utilisaient des recherches scientifiques, qu'il y a encore un peu de travail là-dedans. Au niveau des intervenants, moi en tant qu'intervenant, quand j'essaye d'aider quelqu'un, la première chose dont j'ai besoin, c'est des informations, donc pour mieux comprendre la situation, pour mieux savoir quoi faire. Sauf qu'une fois de plus, quand on regarde les recherches qu'on a, on estime que c'est à peu près 18% des intervenants qui aujourd'hui ont accès à l'information dont ils ont besoin. Et finalement, tout le monde. La population de façon générale, toute personne qui se dit « il m'arrive quelque chose dans ma vie, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je peux comprendre? Comment est-ce que je peux améliorer cette situation ?» Là, j'ai même pas vraiment de chiffres déprimants à vous donner. Ce qu'on sait, c'est que dans le domaine de la santé publique, en général, on a quelque chose comme 15% de la formation qui est mise en application. On a plusieurs raisons de penser que dans le domaine psychosocial, c'est pas mieux, voire que ça peut être pire sur certains aspects. Le problème, c'est que 15%, c'est déjà un chiffre dramatique, oui. C'est pas le pire, c'est que ça prend énormément de temps.
La moyenne qu'on a aujourd'hui, c'est 17 ans. Pour vous donner une idée, ça veut dire que si aujourd'hui je trouve une intervention extraordinaire qui va aider un enfant de 3 ans, statistiquement, il va en entendre parler quand il aura 20 ans. Ce qui veut dire que c'est quand même pas mal moins efficace. Fait que, une fois de plus, on se retrouve avec une énorme limitation. Ça, c'est cute, sauf que là, on se dit, bon, ben, fun, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pourquoi est-ce que ça arrive? Il y a beaucoup de raisons là-dedans. Toute personne qui connaît un peu le domaine de la recherche là-dedans a entendu parler du transfert de connaissances, qui est un champ de recherche de plus en plus développé pour essayer justement de comprendre comment est-ce qu'on peut faire circuler cette information puis essayer de briser ces murs-là. Et les recherches vont dans des directions extrêmement vastes. On a énormément de facteurs qui ont été identifiés. En général, on en arrive souvent sur des facteurs psychosociaux, sur des problèmes systémiques, etc. Sauf que nous, ce qu'on a remarqué, ce qui ressort de plus en plus, c'est qu'il y a même un problème au niveau de l'information au début. Il y a en tout cas 3 problèmes majeurs. Le premier, ça paraît niaiseux, mais c'est le trop d'informations. L'information aujourd'hui, ne jugez pas ma capacité d'acteur, mais aujourd'hui on estime c'est à peu près 3000 articles scientifiques publiés tous les jours uniquement sur une seule base de données que nous on a consultée. Kepsych Info pour les curieux. J'ai vu ton air curieux. Ça veut dire que c'est à peu près le nombre de recherches que si je voudrais me tenir à jour sur la psychologie, il faudrait que je lise tous les jours. Je suis très très performant pour lire des choses, pas à ce point. Si on parle de l'autisme, on est dans des chiffres autour de 300 à 500 articles par jour. Statistiquement, ça prendrait à peu près 18 heures pour quelqu'un qui lit vite. Enfin que oui, effectivement, on peut pousser tous les intervenants à lire 18 heures par jour, pas de problème, c'est juste à partir de ce moment-là, ils font que ça. Donc ça, c'est un gros problème déjà aujourd'hui. Le pire, c'est que ça augmente énormément. Une statistique qu'on avait en médecine, mais il y a beaucoup de chances que ça s'exporte dans le domaine psychosocial, c'est que d'ici 2020, ça devrait doubler tous les 73 jours. On est dans une augmentation exponentielle. Donc mon fameux 18 heures, prochainement ce sera 36 heures par jour ou 72 heures, pour vous donner une idée que c'est humainement impossible. Le problème, c'est que ça va même plus loin que ça. Il y a beaucoup d'informations, mais on a un énorme problème dans la qualité de l'information. Parce que c'est une des chances, mais un des problèmes dans le domaine psychosocial, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements différents, il y a beaucoup d'approches différentes, ce qui donne des résultats parfois extrêmement solides et parfois beaucoup moins. Et il faut réussir à choisir là-dedans qu'est-ce qui est d'une bonne qualité. Pour vous donner une idée des choses qui sont sorties pas ces derniers temps, mais pour vous donner des exemples concrets, c'est sûr que je ne vais pas revenir sur l'exemple du vaccin de l'autisme dont on a parlé énormément, puis il y a eu des recherches intéressantes sur certaines choses, mais l'idée, le vaccin cause l'autisme, il y a un lien de causalité net. Non, désolé, on a défait cette idée-là depuis longtemps, mais ça reste encore quelque chose d'extrêmement présent. En fait, ils ont fait une analyse sur Facebook sur les 10 informations qui ont été le plus partagées dans le domaine de l'autisme, et sur les 10, il y en a 8 qui touchaient le vaccin. Toutes pour dire, c'est la faute du vaccin, arrêtez de vacciner vos enfants. Alors qu'on s'entend que la réalité est un tout petit peu plus subtile que ça. Évidemment, je commence à lire beaucoup trop de choses là-dessus, mais la communication facilitée a été un autre gros problème. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, si vous n'en avez pas entendu parler, je suis ravi pour vous. L'idée est relativement simple, c'était de dire, puisque la personne n'arrive pas à s'exprimer elle-même, on va l'aider. Et la façon dont on va l'aider, c'est qu'on va lui tenir la main pour qu'elle puisse appuyer sur un clavier. L'idée en tant que telle semble relativement inoffensive, sauf que, évidemment, ce qu'on a découvert, c'était que la personne qui tapait, c'était pas la personne qu'on essayait d'aider, c'était bien la personne qui l'aidait. Tant qu'on parle de choisir le prochain repas ou de choisir la couleur d'un t-shirt, c'est pas dramatique, même si on pourrait déjà argumenter qu'on est en train de brimer la capacité d'expression d'une personne. Sauf que cette technique a été utilisée aussi pour d'autres choses, comme obtenir des autorisations pour des relations sexuelles, pour des choses comme ça, des accusations d'abus sexuels envers des parents. Ça a détruit des familles, ça a détruit des vies. Pourtant, on se dirait qu'à la base, c'est quelque chose de totalement innocent. Le packing, encore utilisé en France, basé sur l'idée de l'autisme est lié à des angoisses profondes, et notamment une peur de morcellement, et qu'une des façons de refaire sentir son corps est d'entourer la personne de linge froid puis chaud, ou dans l'autre sens, non, c'est froid puis chaud.
Ce qui, encore, si quelqu'un peut exprimer, oui, j'ai envie de vivre ça, j'ai aucun problème. Sauf que souvent, ça s'est utilisé envers des personnes qui n'avaient pas forcément donné un accord, dans une logique thérapeutique, ce qui évidemment a amené à des situations de traumatisme, parce que si maintenant je vous prenais sans vous expliquer ce qui se passe, et que je vous mettais dans de l'eau froide, puis dans de l'eau bouillante, il y a pas mal de chances que vous soyez un minimum énervé contre moi. Ou alors vous n'avez aucun instinct de survie, il faut vraiment qu'on en parle. Finalement, sécrétine, c'est une hormone qu'on a utilisée. À la base, on partait du principe que c'était lié à l'estomac. Donc on l'a utilisé dans des traitements au niveau de l'autisme, ce qui a malheureusement amené des troubles de santé quand même assez profonds chez certaines personnes. C'est aujourd'hui une des approches qui est unanimement amenée par tous les guides, comme quoi il ne faudrait pas l'utiliser. Ça fait longtemps qu'on le sait, ça fait longtemps que tous les guides sont d'accord. Malheureusement, l'information ne se rend toujours pas et on a encore des personnes qui sont soignées avec des approches comme ça chaque jour. Et là, je prends encore des exemples dans lesquels on a juste eu des traumatismes et des graves problèmes de santé, mais on a des exemples encore plus intenses que ça qui ont amené à la mort de certaines personnes. Sauf qu'au bout d'un moment, mon but n'est pas que vous sortiez d'ici en étant complètement déprimé. Fait que, évidemment, tu as de l'information de mauvaise qualité qui circule. On pourrait se dire, oui, mais au fond, les personnes ont qu'à aller communiquer avec des intervenants, avec des chercheurs qui sont formés là-dessus. Oui, sauf qu'aujourd'hui, la source d'information numéro 1, c'est Internet. Alors, il existe des sites d'information de bonne qualité, il n'y a pas de doute là-dessus. Sauf qu'aujourd'hui, c'est clairement pas ceux qui sont le plus utilisés. Comme je l'ai dit, Internet, chez la majorité des familles, sont en général 35 minutes, il y a beaucoup plus de personnes qui l'utilisent encore plus. Et les sites qu'on a aujourd'hui, c'est à peu près 50% des sites qui n'ont même pas les critères de rigueur de base. C'est-à-dire, on ne sait même pas qui l'a écrit, on ne sait même pas sur quoi ça s'est basé. Alors, on pourrait se dire, c'est bien, il nous en reste 50%. Non, parce que dans les 50% qui restent, on a beaucoup qui, oui, on savait l'auteur, on savait sur quoi il se basait, mais malheureusement, les conclusions étaient biaisées pour défendre des traitements. On a toute une autre partie qui était là pour vendre des choses, donc ils ne sont pas extrêmement objectifs. Et ceux qui restent, malheureusement, se retrouvent souvent dans la dernière catégorie, qui est de dire, oui, l'information est de bonne qualité, mais on n'a rien compris. Et c'est absolument pas une critique envers les gens. Je veux dire, moi, j'ai beau faire mon doctorat dans le domaine, il y a des sites sur lesquels j'arrive, je suis comme, mon Dieu, je vais passer 7 heures pour juste comprendre les 3 premières phrases du site. Fait que c'est juste qu'aujourd'hui, l'information ne circule pas. Puis même, si disons qu'on arriverait à amener, juste sélectionner les outils, les articles de meilleure qualité, puis juste déjà les rendre de façon accessible aux gens, on aurait encore un problème, c'est que tout ça, il faut le synthétiser après. Je peux choisir les 3 meilleurs articles, puis vous les donner. C'est tout un travail pour réussir à les appliquer dans votre vie à vous, puis de voir comment est-ce que vous allez les utiliser concrètement. Nous, notre objectif, c'est de s'attaquer à ces 3 choses et de les changer toutes. Donc vraiment de donner que l'information dont vous avez besoin, de donner que des informations rigoureuses et qu'elles soient synthétisées et accessibles. Donc autant vous dire que quand on a commencé à se lancer là-dedans, on savait depuis le départ qu'on allait se lancer dans une très très longue quête pour ça. Comment est-ce qu'on le fait? On le fait grâce à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, là c'est le moment où je dois vous expliquer ce que c'est, parce que quand je parle d'intelligence artificielle, tout le monde me sort ces 2 exemples. Et honnêtement, c'était aussi ma perception il y a encore quelques années maintenant quand même. Ça fait un petit bout qu'on est là-dessus. On a toujours cette image d'une intelligence au sens humain du terme qui viendrait soit selon notre vision plus négative du monde, tous nous transformer en esclaves, ou si on a une vision plus positive, sauver notre civilisation. Je suis désolé de vous annoncer ça, mais la majorité des intelligences artificielles ressemblent à quelque chose comme ça. C'est des gros cubes, c'est pas particulièrement sexy. Celui-là, en plus, a de la lumière dessus, fait qu'au moins il est un peu intéressant visuellement. Mais globalement, c'est des gros ordinateurs, puis that's it. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça de l'intelligence artificielle? En fait, c'est parce qu'ils sont capables de faire des choses que nous, on considère comme intelligentes. Ensuite, ce qu'on considère comme intelligent, on s'entend que c'est une définition quand même relativement floue, mais c'est des choses qui vont de percevoir des choses, donc l'intelligence artificielle plus reconnaître des choses au niveau visuel, jusqu'à prendre des décisions, essayer de rechercher de l'information, essayer de faire toutes ces choses que nous, on considère qu'un humain ferait. L'idée est relativement simple pour nous, c'est qu'une des choses que l'intelligence artificielle fait, c'est prendre un problème, essayer de réfléchir et d'analyser la situation pour essayer de donner une solution à la fin.
Nous, on essaie spécifiquement de l'appliquer dans le domaine, justement, de la santé mentale et du bien-être psychosocial, en disant, ce qu'on veut à la fin, c'est que les gens puissent poser des questions et recevoir des réponses, en intégrant toutes les connaissances qu'on a de la psychologie, de la santé mentale, des interventions, de tout ce qui existe dans ce domaine-là. Malheureusement, notre intelligence pour le moment ne ressemble pas à un petit cerveau cute comme ça avec des petits circuits imprimés. Ça ressemble à un ensemble de plein de facteurs différents qui sont chacun des programmes indépendants qui ensuite doivent travailler tous ensemble pour essayer de donner un résultat à la fin. C'est d'ailleurs très intéressant parce que notre cerveau fonctionne pas mal comme ça. C'est plein de petites parties de cerveau qui travaillent ensemble pour essayer de donner quelque chose d'efficace à la fin. Enfin, comme vous en doutez, chacune de ces choses nous demande énormément de travail. Fait que c'est clair que si c'était moi et les 4 ou 5 autres personnes principales qui travaillons dans l'équipe, on n'aurait absolument aucune chance. Par contre, la chance, c'est qu'on commence à développer des alliés qui se spécialisent dans certains aspects de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut faire plein de choses, mais on a des alliés qui nous aident au niveau de la déduction, au niveau de l'apprentissage machine, au niveau du traitement automatique, au niveau de toutes ces choses-là. Fait qu'on est en train de petit à petit de développer tout un écosystème pour réussir à créer ça. D'ailleurs, on a eu la chance aujourd'hui justement d'apprendre que l'école de psychoéducation nous soutenait officiellement pour le développement, ce qui est évidemment un grand pas en avant. On a eu la chance justement que l'Université de Montréal et Ivado nous soutiennent pour partir à Copenhague dans 2 semaines pour représenter le Canada, ce qui est toujours le fun, pas de pression du tout. Et surtout, ce qu'on a aussi la chance, c'est de justement avoir la Fédération québécoise de l'autisme, développer une collaboration avec le Réseau national d'expertise, bref, essayer d'avoir un écosystème dans lequel on a autant des chercheurs et des spécialistes au niveau technique, mais aussi des personnes qui nous permettent de dire « oui, mais ce que vous faites n'est pas seulement un fantasme de recherche universitaire, voici comment est-ce qu'on peut l'appliquer concrètement dans la vie des gens. » C'est ça qu'on essaie de développer. Fait que concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai montré ce joli petit graphique qui en gros explique les différentes choses qu'on est en train de faire. On va découper ça en plus petits morceaux parce que même moi ça m'intimide quand je le vois comme ça. Le cœur de ce qu'on fait actuellement, c'est une ontologie. Une ontologie, c'est pas au sens philosophique du terme, c'est un concept relativement simple. C'est qu'on a des concepts. Là, je vous ai mis 5 petits cercles histoire d'illustrer ça. Là, on s'entend que la réalité, c'est un fichier dans lequel il y a, je ne sais même pas combien de concepts est-ce qu'on est aujourd'hui. 17 000. Bon. Fait que j'aurais pu mettre 17 000 petits ronds, j'étais juste pas motivé ce matin, désolé. Et dans lequel, surtout, on met les relations entre les concepts. Une fois de plus, des relations, il y en a une très grande liste, et on spécifie le type de relation. Là, je vous ai montré un tout petit bout. Je n'ai pas mis les 17 000 une fois de plus, mais c'est vraiment l'idée de prendre chacun des concepts et d'expliquer comment ces concepts sont reliés avec d'autres choses. Par exemple, lui faire comprendre qu'un programme d'intervention est donné par un certain type de personnes, qui va être appliqué auprès d'un certain groupe de personnes, qui va être appliqué dans un contexte, qu'il va y avoir des facteurs qui vont en augmenter ou en diminuer l'efficacité. Donc, essayer de faire que la machine puisse ensuite automatiquement comprendre quand on lui dit « Hey, voici un nouveau programme », qu'elle puisse donc déterminer de dire « Ah, donc ce programme doit être soutenu par telle chose ou pas, doit être appliqué auprès d'un public, lequel, donnez-moi l'information, il y a des facteurs qui vont le rendre plus efficace, lesquels, bref, qu'elle puisse comprendre tout ce contexte-là. » Sauf que le gros défi, c'est que même si on arrive à faire ça, puis qu'on arrive à enseigner à la machine de faire des réflexions relativement complexes, puis ça, je dois vous avouer, moi, c'est le côté que je trouve magique là-dedans, c'est qu'on peut lui faire réfléchir à des choses que moi, en tant qu'intervenant, même en ayant lu exactement la même littérature qu'elle, j'aurais été incapable de faire. Lui dire, trouve-moi une intervention qui est soutenue par au moins 3 guides de pratique et qui intervient auprès de tel public en particulier et qui va être la plus efficace dans telle situation, j'ai beau avoir toutes les informations, j'ai aucun moyen de faire ça. Ou alors ça va me prendre 6 mois et un doctorat pour faire ça, mais aucune chance d'y arriver. Même, on pourrait aller plus loin, de lui poser des questions comme de dire, si tu ne trouves pas une intervention, par exemple, sur l'intimidation, parfait, cherche tous les facteurs qui sont des facteurs de risque pour l'intimidation, donc qui augmentent le risque d'intimidation. Puis trouve-moi une intervention qui agit sur ces facteurs-là. Même, trouve-moi l'intervention qui va être la plus efficace dans ce contexte-là. C'est des possibilités qui sont extraordinaires. Sauf que les possibilités, tant qu'elles ressemblent à ça, ça ne sert strictement à rien parce qu'il n'y a personne qui peut les utiliser.
Fait que le gros défi après, c'est de créer une interface utilisateur pour que les gens puissent utiliser ça. Vraiment que quelqu'un puisse facilement accéder à l'information sans avoir besoin de coder des choses. Ça paraît simple, mais c'est le plus gros défi, en tout cas pour nous, de réfléchir sur comment réussir à amener. Ok, la moitié de mon équipe est d'accord et l'autre moitié n'est pas d'accord. Fait qu'on se discutera là-dessus. C'est un des gros défis qu'on devait gérer là-dessus. Je vais vous montrer l'interface après ce qu'on a fait, mais globalement, notre idée est relativement simple. C'est que quand on parle aux gens en leur demandant comment est-ce que tu veux accéder à de l'information, le meilleur exemple qu'on nous donne souvent, c'est je veux avoir quelqu'un à qui je peux poser la question, puis qui va comprendre ce que je dis. C'est ça qu'on a essayé de faire. C'est sûr que pour l'instant, on n'a pas pu réussir à scanner le cerveau d'un intervenant puis le mettre dedans, mais on a essayé de se baser sur cette logique-là. Quand vous allez voir un intervenant, il va souvent y avoir une période dans laquelle on va juste apprendre à se connaître. Donc, vous posez des questions pour comprendre votre situation, comprendre vers quoi est-ce qu'on s'en va, quels sont les facteurs qu'on doit prendre en compte. Puis une fois que cette première étape est faite, en général, c'est un dialogue. Donc, on va vous demander, mais qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Une fois que vous nous donnez cette réponse à cette question, on va vous poser d'autres questions, jusqu'à ce qu'on arrive à pouvoir cibler l'information précise qui va vous aider. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire informatiquement. C'est un casse-tête, on est en train de perdre la moitié de nos nuits là-dessus, mais on peut le faire. Et la façon dont on le fait, on aurait pu créer des chatbots, on aurait pu faire plusieurs choses. On a décidé d'aller vers ce qu'on appelle un arbre décisionnel. Donc, là, c'est un arbre. Okay. Mes talents artistiques ne sont pas extrêmement élevés, mais c'est ça l'idée, ça présente un arbre. Je vous ai montré les premiers niveaux, évidemment, il faudrait imaginer ça avec plusieurs milliers de branches, mais c'est que c'est globalement ça. On arrive, on pose une question, en fonction de la réponse, on va aller vers une des voies ou une des autres, et on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on arrive sur la petite branche qui est l'information que vous cherchez. Ça, c'est ce qu'on va tester tout à l'heure, l'aspect dialogue, donc comment est-ce que la machine pose des questions et demande des réponses. C'est une version prototype, donc vous allez pouvoir découvrir tous nos bugs en avant-première, ça va être le fun. Mais globalement, c'est ça, de pouvoir amener ça pour suivre la voie qui va être celle qui va vous donner la réponse dont vous avez besoin. Bon, une fois qu'on a ça, c'est excellent, sauf que pour remplir une ontologie, pour avoir des articles, actuellement notre machine serait incapable de le faire, parce que si elle n'a que ça, elle n'a pas de données dedans. C'est-à-dire qu'elle est excellente pour savoir ce que c'est qu'un programme d'intervention, elle serait très douée pour réussir à vous choisir quel est le programme d'intervention qui serait le meilleur pour vous. Elle ne connaît aucun programme d'intervention. Donc là, il faut mettre de la donnée dedans. Je vais dire ça à chaque fois, un des plus gros défis, une fois de plus. On a eu beaucoup de gros défis. Mais choisir la donnée qu'on va mettre à l'intérieur est extrêmement compliqué. Parce que si on met de la mauvaise donnée au départ, ce qui va ressortir à la fin, même si nos algorithmes sont excellents et qu'on pourrait gagner des prix Nobel là-dessus, ça va être une mauvaise réponse. Donc on est obligé de sélectionner cette donnée ou de choisir une donnée qui soit de bonne qualité. Comment faire ça? C'est relativement compliqué, mais on a eu beaucoup de recherches qui ont été faites dans le domaine psychosocial pour essayer de déterminer quelle est l'information qui est de meilleure qualité que d'autres. On pourrait rentrer sur des débats là-dessus, et une des façons dont on a fait ça, c'est qu'on les a classés sur une pyramide. En disant, selon les informations qu'on a, les opinions d'experts, plein de gens sont comme j'ai consulté un expert, oui, ben, désolé, c'est plus ou moins le moins bon qu'on a aujourd'hui. Parce que votre opinion d'expert, ben, ça reste une opinion. Il a beau avoir gagné des prix Nobel de physique, s'il vous donne son avis sur l'autisme, désolé, s'il n'est pas meilleur que votre grand-mère ou qui que ce soit d'autre. Étude de cas, j'ai étudié une personne, j'en tire une conclusion. Okay, c'est déjà mieux qu'avoir juste une opinion, mais c'est une personne. Ensuite, on rentre dans les cohortes, les expérimentaux, donc on commence à avoir des groupes contrôles, on monte dans des synthèses, on arrive finalement jusqu'aux revues systématiques et aux méta-analyses qui sont les parties les plus intéressantes pour nous. C'est que plutôt que faire une recherche, on va prendre tout ce qui a été fait niveau recherche et on va synthétiser tout ça. Enfin, oui, chaque petite étude a des biais, mais on espère qu'en y mettant tout ensemble, on va essayer de limiter ces biais-là. Et finalement, il y a les guides de pratique qui sont censés se baser sur les méta-analyses et les revues systématiques, mais qui en plus, en général, tient compte de contexte, d'aspects légaux et d'autres dimensions qui sont parfois manquantes dans les méta-analyses. Nous, on a choisi pour l'instant de se limiter uniquement aux 3 premiers niveaux. C'est un choix qui pourrait être critiqué. Honnêtement, il y a sans aucun doute des choses géniales qui existent au niveau des études de cas. Peut-être que la prochaine intervention qui va changer le monde est actuellement là en bas. C'est juste que nous, on doit se positionner éthiquement. C'est-à-dire, est-ce que je préfère que dans beaucoup plus de situations, on va dire, on ne sait pas,
ou est-ce qu'on prend le risque de donner des réponses qui vont peut-être être fausses? Honnêtement, si on n'était pas dans un domaine qui touchait la santé, on aurait sans doute pris plus de risques. On touche la santé des gens. Et si les gens se basent sur nous, on veut qu'ils puissent avoir une information de qualité. Donc oui, on a fait le choix de se limiter à des choses qui, pour l'instant, sont jugées comme de meilleure qualité là-dessus, quitte à en éliminer quelques-unes. Le gros problème, c'est que nous, on a fait ce travail. On l'a fait à la main. Ça, c'est moi, si jamais, pour ceux qui ne m'avaient pas reconnu. Oui? L'évaluation. Ce qu'on a fait à la main, on l'a aussi évalué. On n'a pas pris toutes les méta-analyses, on n'a pas pris tous les guides de pratique. On a pris les meilleures méta-analyses et les meilleurs guides de pratique qu'on a trouvés. Je vais surtout devoir répéter pour qu'on l'entende au micro, mais c'est un excellent point que Marie amène. Effectivement, si je reprends la pyramide, les guides de pratique, là je vous ai dit, les guides de pratique c'est génial. Bon, désolé de casser la croyance que vous avez découvert il y a 5 secondes, mais en fait, non. Dans la vraie vie, effectivement, c'est pas parce que c'est une méta-analyse, c'est pas parce que c'est un guide de pratique, c'est pas parce que c'est une revue systématique que ça veut dire que c'est bien fait. Par contre, heureusement, on a commencé à développer des grilles là-dessus. Donc des critères où on peut dire, ok, pour que ce soit un bon guide de pratique, voici tous les critères qui doivent être présents. Pour vous donner un exemple très basique, on a besoin de savoir qui c'est qui l'a écrit. Parce que ça va quand même changer sur ce qu'on sait, sur la façon dont ça va être fait. On a besoin de savoir quelle méthodologie a été utilisée dedans. Est-ce que c'est juste quelqu'un qui a comme décidé un jour d'écrire un guide de pratique ou est-ce qu'il a fait des recherches avant? On a besoin de savoir s'il y a eu des conflits d'intérêts. Parce que si on se retrouve avec un guide de pratique qui dit oui, ce qui marche c'est cet unique médicament mais que ça a été payé uniquement par des personnes qui travaillaient pour cette compagnie, c'est peut-être bien fait, puis on sait peut-être qui l'a écrit, puis comment est-ce qu'ils l'ont fait, mais on peut se poser des questions sur l'objectivité de l'information. Fait qu'on est obligé de juger, non seulement de lire tous ces articles-là, mais de juger de leur qualité. Fait que ça, c'est pas mal ce qui nous a occupé ces derniers mois, voire années. Fait que tous les moments où je ne travaillais pas sur mon doctorat, c'est ça que je faisais. Et on a fait ça à la mitaine. C'est extrêmement long, c'était important qu'on le fasse à la main parce qu'on voulait le faire bien, puis parce que la technologie ne nous permettait pas encore de le faire automatiquement. Sauf que c'est sûr que ce travail-là, on va le faire remplacer par des intelligences artificielles. C'était un des intérêts aussi de le faire à la main, c'est que ça nous permet d'avoir des exemples qu'on peut ensuite nourrir à des algorithmes, de dire, écoutez, regardez ce qu'on a fait ces dernières années, ben faites pareil. Bon, dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué que ça, évidemment. On a globalement 2 choses principales qu'on doit faire. Un aspect d'extraction de l'information, ce qui est extrêmement compliqué, mais fascinant. C'est en gros que la machine puisse prendre un article et sortir les idées qui sont dedans. Donc, ce qui est beau derrière, c'est que la machine doit comprendre le texte. Il y a traitement naturel du langage, c'est ça, c'est comprendre du texte écrit, pas seulement de dire voici les idées principales, mais aussi de voir comment ces idées sont reliées les unes avec les autres. Ça, c'est des gros projets de recherche qui existent. C'est des choses qui ont commencé à être développées dans certains domaines, comme par exemple pour le domaine du traitement du cancer. On a des résultats qui sont quand même intéressants. On a encore des choses à améliorer, mais il y a quand même des choses intéressantes qui ont été faites. Actuellement, dans le domaine psychosocial, à notre connaissance, ça ne s'est jamais fait. On sait qu'on a une université à Londres qui travaille pour appliquer ça dans la santé au niveau les comportements de santé, arrêter de fumer ou des choses comme ça. Mais pour tout ce qui touche vraiment des problématiques ou des dimensions plus complexes, actuellement, ça ne se fait pas. C'est pour ça que nous, notre travail, c'est de prendre ces algorithmes-là, puis de leur apprendre, de dire, bravo, vous êtes doué dans le cancer, maintenant on va vous apprendre d'autres choses. Regardez ce qu'on a fait ces dernières années, puis regardez comment est-ce que vous pouvez apprendre à le faire. Évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est quelque chose qui va se faire très progressivement. Aujourd'hui, on peut se dire que l'algorithme peut assez rapidement nous permettre d'éliminer les choses de très mauvaise qualité. Ça va prendre beaucoup plus de temps pour que petit à petit, elle nous regarde faire, puis qu'elle s'améliore. Un peu dans l'idée d'enseigner à un enfant à marcher, on enseigne à un algorithme à classer des documents. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a extrait ces informations, comme on l'a dit avant, extraire des informations, on a encore besoin de savoir la qualité de cette information-là. Ça, c'est que globalement, on va enseigner aux algorithmes à classer sur toute cette pyramide-là, et à l'intérieur de chacun de ces dimensions de la pyramide, à utiliser toutes les grilles d'informations qu'on a pour pouvoir dire la qualité exacte de chacune des choses. Ça, si on arrive à faire ce travail-là, on vient de révolutionner un domaine complètement. Actuellement, c'est des immenses groupes internationaux qui font ça.
Cochrane, Campbell, il y a plein de grands noms là-dedans. C'est un travail immense, très fastidieux, qui fait malheureusement perdre énormément de temps à la recherche. Puis c'est pas du tout une critique contre eux, c'est vraiment juste par la réalité du temps que ça prend à faire ce genre de travail. Si on arrive à faire ça, ça veut dire que l'information qui prenait 17 ans, demain peut prendre un jour. On change un domaine complètement. Sauf que, évidemment, nous, on aimerait aller encore plus loin, parce que finalement, changer un domaine ne nous suffisait clairement pas. Fait qu'on s'est dit, OK, là c'est excellent, on a l'information qui provient de la science, c'est bien. Sauf qu'il y a plein de choses dans lesquelles, malheureusement, on n'a pas encore fait de recherche. Il y a plein de facteurs qu'on n'a pas encore pris en compte. Est-ce que nos interventions sont plus efficaces avec les personnes qui ont les yeux bleus? Il n'y a personne qui a fait de recherche là-dedans. Il y a une bonne raison, mais peut-être, on ne sait pas. Il y a peut-être des choses qu'on ne connaît pas. Fait qu'on aimerait rajouter une possibilité aux gens de donner leur feedback après. Donc de dire, écoutez, moi ça m'a aidé, ou moi ça m'a pas aidé. Ou plus que ça, de pouvoir nous dire, écoute, voici ce que j'ai observé avant, puis voici ce que j'ai observé après. Si on combine ça avec les informations que les personnes peuvent nous avoir données sur leur situation, anonymement, on s'entend, on veut les informations, mais on ne veut pas connaître votre vie privée ou avoir votre nom ou quoi que ce soit. Mais si on arrive à avoir ça, on peut commencer à même se baser sur des informations qu'on n'avait pas dans la recherche. Donc de dire, écoutez, vous ressemblez plus à tel sous-groupe de personnes. Fait que cette intervention-là, qui d'habitude marche un peu moins bien, avec les personnes qui ont les mêmes caractéristiques que vous, ça marche particulièrement bien. Fait que ça pourrait être intéressant de se renseigner plus là-dedans. C'est tout ça notre travail. Puis l'un des gros défis là-dedans, c'est qu'on a besoin de tout le monde pour améliorer ce processus. On en parle souvent, mais c'est extrêmement important. C'est qu'on va avoir besoin autant des personnes autistes, de leurs parents, de tout leur entourage pour nous dire, écoute, ça a du sens, puis voici ma situation, puis voici comment ça peut s'améliorer. On a besoin des intervenants parce que c'est des spécialistes de l'intervention, fait que souvent ils peuvent nous dire, bon ben écoute, telle recherche est très bien, mais on sait que dans l'intervention ça ressemble plus à ça, et on a besoin des chercheurs. Ça, c'est ce qu'on est en train de développer actuellement, puis c'est pour ça qu'on a décidé de très rapidement faire une présentation comme ce soir, dans laquelle, si vous vous attendez à un produit fini, désolé, on n'est pas rendu là. Et c'est volontaire, paradoxalement. Alors je sais que ça semble comme une excuse de « on n'a pas fini, mais c'était voulu ». En réalité, c'est vraiment ça. C'est qu'on a avancé autant qu'on pouvait faire, nous, de notre côté. La suite du travail, on a besoin de travailler tous ensemble dans une logique de co-construction pour pouvoir voir rapidement les choses qu'on doit améliorer. Si on arrive à le faire, on peut vraiment rendre accessible l'information en autisme à tout le monde, à tout moment. Là, je parle de l'autisme, mais on peut aller beaucoup plus large que ça. Si on fait ne serait-ce qu'étendre au domaine de la santé mentale au sens large, on parle d'un quart de la population mondiale. Là. On parle de 10% de la population chaque année qui développe une problématique au sens large. On peut révolutionner la totalité du monde, puis c'est pas du tout pour faire comme oui, vous êtes ici à la création d'un nouveau mouvement, et puis de vendre ce qu'on fait, c'est juste parce que c'est un fait. Si on arrive à notre objectif-là, on change la façon dont l'information circule dans le domaine psychosocial. Donc, voici le processus de base qu'on est en train de faire. Maintenant, concrètement, ça ressemble à quoi? C'est un moment fun, on va essayer de ne pas avoir de gros messages d'erreur qui apparaissent, sinon ça va être ridicule. Bon. Ça, c'est pas le site web que vous allez voir ce soir. Vous allez voir c'est le site web sur lequel on est en train de travailler, mais globalement, ça va fonctionner selon exactement la même logique. Notre site web, la première chose qu'on fait, c'est la possibilité de faire connaissance. Faire connaissance, quelque chose de relativement simple, c'est que comme je le disais avant, la personne va vous poser des questions, un peu dans la même logique qu'un processus d'inscription. C'est vraiment de dire, ok, vous êtes venu pourquoi ici? À partir du moment où vous m'avez donné cette information, ben, je vais savoir qu'est-ce que j'ai besoin comme information supplémentaire. Une fois que ça c'est fait, on ne va pas le faire là maintenant parce qu'on ne va pas prendre 1 heure pour faire une inscription ou quoi que ce soit, mais on va rentrer justement dans un mode dialogue. Comme vous le voyez, il y a d'autres façons de le faire, des recherches qui sont plus rapides, mais qui demandent plus de connaissances sur le fonctionnement technique de notre base de données, enfin qui sont peut-être moins faciles à utiliser dès le départ. Le fonctionnement en dialogue, la logique est vraiment celle-ci, de dire « je m'appelle Myrine, qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui ?» Si on prendrait un exemple comme dire « je souhaite en savoir plus sur des interventions qu'on peut mener », une fois de plus, on va continuer en disant « bon, ben, voici plus de choix.
Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Disons que moi, je veux chercher une intervention pour un domaine précis. Je vais pouvoir choisir le domaine, communication, 0-4 ans. Et là, ça va me donner une série d'interventions qui sont précisées avec leur niveau de recommandation. La communication facilitée dont je parlais tout à l'heure va se retrouver dans... on ne peut pas vous interdire de l'utiliser, mais on vous recommande clairement de l'éviter. Les deux autres, la recherche nous dit que ça peut être recommandé. Plusieurs personnes vont me dire, ok, mais comment tu sais que c'est recommandé? On se base sur un algorithme assez simple. C'est qu'on a pris tous les guides de pratique de bonne qualité. On les a tous scannés pour pouvoir voir cette information-là. S'il y a un seul guide qui nous a dit « ce traitement n'est pas de bonne qualité ou est dangereux », le traitement est automatiquement mis dans la catégorie « recommandé d'éviter pour l'instant ». Notre premier but est de protéger la population en donnant des informations qui sont solides. Pour le reste, entre recommandé ou sans recommandation, les traitements recommandés, c'est ceux où tous les guides de pratique sont d'accord sur le fait que, en gros, c'est recommandé. Ou en tout cas, il n'y a pas de risque et il y a des possibilités d'amélioration sur certaines choses. Évidemment, on aimerait aller plus loin. C'est que si vous vous dites, bon, ok, le PECS et puis l'intervention comportementale intensive m'intéresse, bon, on va voir comparer les deux. Bon, je vais comparer avec celui-là. Là, vous pourrez voir tous les critères sur les objectifs, le public cible. Si vous voulez aller en voir un en particulier, vous pourrez rentrer plus en détail. Si vous voulez avoir un niveau d'explication plus simple, vous pourrez le faire. Bon, là, paradoxalement, il est plus long, mais globalement, cette idée de dire... Parfois, expliquer simplement prend plus de temps. Bon, ok. Mais c'est cette idée de dire, on veut que ça reste accessible pour les gens. Puis il y a des personnes qui vont vouloir avoir une information très générale. Excellent, il y aura un mode plus simple. Personne qui veut quelque chose de plus avancé, par exemple plus au niveau intervention. Excellent, on va avoir un mode pour ça. Plus tard, on aimerait même pouvoir rajouter quelque chose qui va toucher les chercheurs, donc aller encore plus loin que ça. On veut faire des versions résumées. Bref, il faut que chaque personne puisse trouver exactement ce qui lui convient. Ça, c'est un exemple, sauf qu'évidemment, on pourrait aller sur plus ou moins n'importe quoi. Si on souhaite avoir des informations générales, puis qu'on aimerait par exemple connaître les causes de l'autisme, on va se retrouver sur un autre type d'informations. On va regarder les principales causes. Oui, je sais, esthétiquement, c'est pas encore top, mais rassurez-vous, on y travaille. Et on va pouvoir aller plus en détail sur certaines choses, comme par exemple de se dire, moi j'aimerais voir le lien entre le vaccin et l'autisme, quels sont les différents facteurs qui influencent ça. C'est tout ça vers quoi est-ce qu'on arrive. Avec la possibilité ensuite, évidemment, de nous donner le feedback pour qu'on puisse de plus en plus arriver à des réponses précises. Ça, c'est ce que vous devriez avoir à peu près disponible d'ici fin décembre. Parce qu'on a choisi d'aller donner les choses petit à petit. Aujourd'hui, ce qu'on va se centrer, puisqu'on va vous laisser tester tout à l'heure, c'est la partie dialogue. Donc vraiment le début de la communication. Pourquoi vous faire tester principalement ça? C'est parce que c'est fondamental pour que ça marche. Pour que les gens l'utilisent, on a besoin que quand ils arrivent sur le site, ce soit instinctif de comprendre comment ça marche. Que les questions aient du sens, que la façon d'y répondre ait du sens. Alors, n'hésitez absolument pas, on va installer tout à l'heure 5 ordinateurs dans la salle. On a même des formulaires sur lesquels vous pouvez critiquer autant que vous voulez ou nous dire qu'on est génial. Ça ne va pas vous empêcher non plus. Mais n'hésitez vraiment pas à nous dire ça c'est pas clair ou ça je le ferai différemment ou même de venir différemment en disant voici la question que moi je me pose, c'est quoi le chemin que je devrais faire pour y arriver. Fait que là, ça va être tout pour la présentation. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez venir me voir ou voir le reste de mon équipe. Fait que n'hésitez absolument pas, je vous conseille de retourner chercher des choses à manger, à boire parce qu'il nous en reste et on ne veut pas avoir de reste à la fin. Et justement on va installer les ordinateurs, fait que n'hésitez pas à venir jouer avec nous. Super, merci beaucoup.